Bonjour, bienvenue à tous sur les podcasts de Clean Sheet. Cette semaine, on quitte l'univers des clubs européens ou sud-américains et on file direction le Canada. Un pays qui m'est cher puisque j'y ai vécu quelques mois dans ma prime jeunesse, 8 mois, le temps de quelques études à Toronto. Et c'est vrai que voilà, le Canada s'étant qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, étant un pays qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur la scène internationale, malgré voilà, quelques joueurs qui crèvent l'écran et qui affluent de plus en plus en Europe ces dernières années, il m'a semblé intéressant d'en parler. Et j'ai avec moi la chance d'avoir Rodolphe, que vous connaissez bien déjà sur Twitter, et qui m'a fait le plaisir aussi de faire je crois que c'était le deuxième podcast avec moi sur le Venezuela. Salut Rodolphe, comment tu vas? Salut Daniel, salut tout le monde. Bah écoute, ici pas trop de canicule encore, donc tout va bien. Tout va bien, tu es un tout jeune papa, félicitations, un petit garçon je crois, c'est ça? Ouais, exactement, petit Gabriel. Écoute, bientôt sur les terrains de foot. Bientôt je suis son agent, je prépare. C'est tôt, hein, il a encore quelques semaines. Laisse-lui encore un peu d'innocence. Le foot, il y viendra déjà assez vite. Et j'ai aussi avec moi Antoine Latran. Salut Antoine, comment tu vas? Hello, très bien, très bien. Merci pour l'invitation et on entend déjà en tout cas le joueur qui est en train de négocier avec son agent là derrière. Ah ouais, ça négocie dur. Rodolphe, Ouais, ça négocie. on te connaît déjà un petit peu puisque, comme je disais, tu nous avais présenté, puisque tu es marié à une Vénézuélienne, tu as vécu en Amérique du Sud un long moment. Tu es aujourd'hui basé à Toronto. Est-ce que tu es éducateur, hein, donc on le voit souvent sur Twitter, tu as un groupe Discord avec beaucoup d'éducateurs, de formateurs. Est-ce que voilà, tu peux nous raconter un peu ce que tu fais à Toronto et ton rapport au foot canadien? Bah écoute, donc j'ai mon travail on va dire de habituel durant la journée, et puis à côté, comme tu l'as dit, je suis éducateur U16 d'une équipe ici du Toronto High Park Football Club. Donc je m'occupe de la catégorie 2006. Ici, on dit pas catégorie U16, U15, c'est l'année de naissance, donc c'est 2006. Et en même temps, ouais, comme tu as dit, j'ai créé un groupe Discord essaye de regrouper tous les coachs éducateurs francophones. Donc on est autour de 500 maintenant, je crois qu'on est autour de 580 coachs éducateurs. Et c'est vraiment bien parce qu'il y a des coachs un peu de partout. Bon, la plupart sont en France, mais on en a en Belgique, on en a en Suisse. Petit à petit, on en a quelques-uns qui sont au Canada. Donc ça marche vraiment bien, et je suis vraiment content de pouvoir parler avec ces gens-là de tout ce qui est le monde du football, et de comment on essaie de développer les joueurs. Voilà, l'idée, j'imagine, c'est d'échanger les bonnes pratiques, les exercices, peut-être des conseils tactiques. Enfin voilà, l'idée, c'est un peu l'entraide et le partage, c'est ça? Il y a un peu de tout. J'ai créé différentes sous-catégories. T'as même petite annonce. Par exemple, t'as des coachs qui demandent pour des matchs amicaux, ou par exemple je cherche en parenthèse un job de coach éducateur, tu vois, dans cette région. Est-ce que vous connaissez des clubs? Donc il y a vraiment je crois 10-12 sous-catégories. Donc ça va de la question au débat, aux petites annonces, en passant par l'entraînement. On s'échange les fiches d'entraînement. Moi j'aimerais aujourd'hui peut-être plus être focus sur la défense. Est-ce que quelqu'un a des exercices plus sur la défense? Et donc il y a des autres coachs qui vont publier ça. Donc c'est vraiment super, quoi. Ok, top. Et toi, Antoine, de ton côté, donc tu es journaliste, tu as commencé, tu hésiteras pas à me corriger, hein, mais d'après mes recherches, tu as commencé sur Lucarne Opposé, et avec un de tes amis, Anthony, vous avez créé Culture Soccer, qui a d'abord été un podcast, et puis ensuite un site dédié au football nord-américain, avec d'autres personnes qui vous ont rejoint par la suite. Est-ce que c'est exact? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience et ton parcours? Ouais, c'est exactement ça. Mais Rodolphe aussi était à Lucarne Opposé d'ailleurs. Enfin, on s'est croisé un petit moment là-bas. Ouais. Et ouais, non, j'ai juste commencé à suivre un peu le football américain en rentrant un peu dans mes premières années étudiantes, en rentrant un peu en soirée tard, et c'était le truc qui passait, donc je commençais à regarder ça avec des colocs. Et j'avais visité un peu aussi les États-Unis avant, notamment Seattle, ce qui fait que je suis un supporter des Seattle Sounders en MLS. Et ensuite, on a en fait développé un petit site spécialisé sur le football nord-américain. On était une petite dizaine.
Bon, la vie personnelle et les faits, enfin les gens grandissent, vieillissent, commencent à avoir un vrai travail et ce genre de choses fait que le site est devenu plutôt un blog personnel dernièrement. Disons là, un endroit qui supporte un peu mon compte Twitter, ou là où je peux raconter plus largement ce que je pense du soccer nord-américain. Mais ça reste une petite passion, ouais, d'écrire sur l'aspect nord-américain du sport, qui est vraiment différent de tout ce qu'il y a dans le monde. Finalement, le coup de foudre est resté une passion pour toi puisque tu continues. Tu as lancé ça quand Culture Soccer? C'était en décembre 2019, si je dis pas de bêtises, ou janvier 2019, pardon, janvier 2019. Et ouais, ça fait un bail et ça reste une passion très belle. On a fait plein de belles choses, on fait des guides pour la MLS, mais aussi on parle de sélection, de division inférieure. On parlera un petit peu de Canadian Premier League aujourd'hui. Voilà, à l'époque c'était vraiment ça, et aujourd'hui ouais, c'est plus un blog perso, mais ça me permet de continuer à écrire ce que je pense de cette ligue. Ouais. Et tu continues toujours les podcasts ou tu es plutôt à l'écrit? Pour le moment, plutôt à l'écrit, ouais. On avait un podcast hype avec Flex Scout sur la MLS, mais qui a un peu pris du temps là pendant l'été. On l'a un peu mis en pause. On verra si ça revient à la rentrée, mais surtout, ouais, c'est de l'écriture et plus de la réflexion sur via Twitter, un petit peu partager son opinion et voilà. Ok. Bah écoutez, les amis, je propose qu'on se lance dans le vif du sujet, hein. On aura à travers deux thèmes, on va essayer de couvrir le maximum de choses pour présenter le football canadien. On va présenter le championnat d'un côté et la sélection nationale de l'autre, en commençant par la Canadian Premier League, hein, donc qui est le championnat canadien, que tout le monde ne connaît pas, hein, comme c'est un peu trompeur, hein, comme il y a des équipes, enfin en tout cas des franchises plus exactement canadiennes en MLS, on ne sait pas forcément qu'il y a un championnat au Canada. Juste pour resituer le pays très très brièvement, donc c'est bien un pays indépendant, hein, c'est pas un État des États-Unis, hein, même si le Canada est quand même très américanisé, mais c'est bien un État indépendant qui compte environ 38 millions d'habitants, toujours membre du Commonwealth évidemment en tant qu'ancienne colonie britannique, et que nous en tant que Français on connaît bien grâce aux liens privilégiés avec le Québec qui est déjà francophone mais qui est aussi très francophile, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui sont partis. Les frontières sont un peu moins poreuses qu'il y a quelques années, mais il y a beaucoup de Français expats au Québec. Pour revenir au football, quelle est aujourd'hui la place du soccer, puisque ça s'appelle comme ça là-bas, quelle est la place du soccer au Canada, dans un pays où le hockey sur glace est le sport roi, hein, je l'ai constaté de moi-même, mais aussi les sports américains, que ce soit le baseball ou le basket. Voilà, quelle place a le soccer au Canada? Je vais peut-être laisser Rodolphe, tu veux peut-être la prendre la première vu que Bah, écoute, ouais, si tu veux, bah, la place, écoute, c'est un sport qui se développe. C'est quand même encore loin du hockey sur glace. Faut quand même le dire. On le voit seulement lorsqu'il n'y a pas de match de hockey. S'il y a un match de hockey le soir, on va dire l'équipe nationale de hockey ou les Maple Leafs, par exemple ici à Toronto, bah tu vas avoir des maillots de partout. Je sais qu'une fois il y avait un match de l'équipe canadienne de soccer en même temps que celle du hockey. Et il y avait pas de, on va dire, il y avait pas foule. Tu voyais vraiment la ferveur du côté du hockey sur glace, et côté soccer canadien, c'était encore très loin. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant, je trouve que c'est le soccer canadien, on va dire que c'est plus les communautés d'immigrés qui vont être à fond dedans, en parenthèse. Tu vois, tu auras les Italiens, les Portugais, tu auras ce genre de choses, quoi, de communautés. Bah, un petit peu finalement comme en Australie, on en discutait avec Jérémy Magan. C'est vrai que ce sont les expats, enfin pas tellement expatriés, mais plutôt les immigrés européens qui ont porté le soccer en Australie. C'est un peu la même chose au Canada. Alors sachant que le Canada est un pays assez jeune, qui a beaucoup compté sur l'immigration pour se peupler et pour se construire. Et effectivement, ne serait-ce qu'à Toronto, mais on verra la place centrale aussi de Toronto dans le football, pas que dans le football d'ailleurs, dans le basketball aussi, hein. C'est la place qui a construit un peu ces deux sports au Canada. Euh, on verra à quel point Toronto a été important, mais c'est vrai que la communauté, en tout cas les communautés immigrées, ont porté le football. Antoine, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou si tu avais d'autres points que tu voulais mettre en avant. ouais, non, mais il a raison, Rodolphe. Et il y a aussi le côté, un peu comme aux États-Unis, hein, du fait que c'est un sport qui est un peu pratiqué, surtout par les jeunes, finalement.
mais que la pratique se perd vraiment à passer l'âge adulte. C'est un sport que tu fais un petit peu, par exemple, en école primaire ou au collège ou au lycée, mais que tu continues pas forcément après. Donc la pratique s'épuise un peu. C'est un peu pour ça aussi que pendant longtemps en Amérique du Nord, c'était un sport plus pratiqué par les femmes. C'est un sport après qui se regarde moins à la télé. En plus, tu as le problème au Canada des saisons qui fait que c'est difficilement jouable. On voit Rodolphe, il s'entraîne lui à l'intérieur de dômes parce que c'est difficilement jouable en extérieur l'hiver, suivant là où tu es. Donc voilà, il y a pas mal quand même aussi de barrières géographiques au Canada. Et donc le championnat, la Canadian Premier League, contient 8 équipes qui proviennent de 5 des 10 provinces du pays. C'est un championnat qui est ultra récent, hein, puisque, alors vous n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises, mais d'après ce que j'ai pu trouver, ça existe depuis 2019. Ça devait démarrer un tout petit peu plus tôt, ça devait démarrer dès 2018, même si ça a été acté depuis 2017. En tout cas, un championnat ultra récent. Aucune des équipes canadiennes qui sont impliquées en MLS, donc Montréal, Vancouver et Toronto, ne participent à ce championnat. En revanche, elles participent à la Coupe nationale. D'ailleurs, c'est l'équipe de Montréal qui l'a gagné la saison passée. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez présenter ce championnat? Comment il s'est construit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine du projet? Et comment il se porte depuis 2-3 ans? Ouais, si tu veux, je peux prendre pour débuter. En fait, ça a Ouais, été vas-y, Antoine. créé un peu par la fédération. Enfin, il y avait vraiment l'appui de la fédération canadienne de soccer, parce qu'il y avait des groupes d'investisseurs qui voulaient investir dans le soccer, qui pouvaient pas vraiment le faire en MLS, parce qu'il faut savoir que la MLS, ça coûte extrêmement cher d'y rentrer et de créer une franchise. Les dernières franchises se sont vendues à 350 millions. Donc, si tu veux rentrer en MLS, tu dois payer voilà plusieurs centaines de millions juste pour être dans la ligue, sans parler des stades, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il y a eu, on va dire, une idée au Canada de lancer la propre ligue. Avant, il y avait quelques équipes semi-professionnelles ou professionnelles qui n'étaient pas en MLS au Canada, qui étaient dans les divisions inférieures aux États-Unis. Mais c'était des équipes qui souvent en plus coûtaient cher à faire parce qu'il fallait avoir des frais de déplacement assez chers, passer tout le temps de l'autre côté de la frontière. Et on a vu une à Ottawa notamment. Mais donc voilà, c'était un peu une nouveauté. Et c'est une ligue qui avait 7 participants au départ, qui depuis ont eu un nouveau qui a été qui a été justement à Ottawa, qui est l'Atlético Ottawa et qui est la propriété de l'Atlético Madrid. Donc c'est une ligue qui a réussi à séduire un peu. Il y a pas mal de rumeurs à chaque fois d'expansion. Là, on espère pour qu'il y en ait 2 nouvelles, je crois, l'année prochaine. Si je dis pas de bêtises, il y en a notamment une à Saskatoon qui va être qui a été annoncée. Donc voilà, c'est une ligue qui est en pleine expansion, qui on va dire marche plutôt bien. Il y a eu un gros problème, c'est que sa première saison a été celle du Covid. Ce qui fait que pendant sa deuxième peut-être, mais ce qui fait que ça a en fait totalement coupé l'élan que la Canadian Premier League pouvait avoir. Les revenus n'ont pas été aussi hauts et donc il y a eu plein de problèmes au niveau de que ce soit de la billetterie ou des salaires. Ça a été un peu compliqué, mais depuis ça revient plutôt bien. Comme je disais, avec l'expansion aussi d'Ottawa, ça a été quand même un petit bol d'air frais, montrer que la ligue est quand même, enfin, elle attire et que c'est pas un projet qui s'est fini, parce qu'il y a eu plusieurs divisions qui sont créées aux États-Unis et au Canada et qui sont morts depuis 20-30 ans. Mais la Canadian Premier League semble être pérenne, ce qui est déjà un énorme succès finalement. Et quel est le format du championnat? Est-ce qu'il y a la formule très américaine des playoffs? Est-ce que c'est un format plus européen, un format plus sud-américain? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça. Il y a un système enfin, en 2019, il y avait d'abord c'était marrant, je me souviens, ils avaient fait un peu à l'Amérique latine. Ils avaient fait 2 championnats d'ouverture et de clôture. Mais non, c'est une saison unique avec ensuite playoff. Tu as depuis peu une qualification en coupe continentale, en CONCACAF. Ce qui fait que enfin, tu vois, il y a une vraie volonté de pouvoir gagner pour être à l'échelle continentale. Mais pas de deuxième division. Donc on est toujours dans ce format de ligue fermée à la nord-américaine. C'est ça, mais la deuxième division a été déjà envisagée, hein, il me semble. C'est dans les cartons une fois qu'elle grandira. Mais en tout cas, c'est un projet dont ils ont déjà parlé. Pareil pour une division féminine. C'est des idées qu'ils ont déjà eues. D'accord. Et justement, tu en as parlé un tout petit peu, mais c'est vrai que le foot aux États-Unis a aussi commencé, en tout cas a pris vraiment forme grâce aux filles. Est-ce que c'est aussi un peu le cas au Canada ou pas du tout? Ouais, il y a une très bonne équipe féminine. Il y a moins de clubs parce que
C'est encore une fois quelque chose qui coûte extrêmement cher, de développer une ligue en Amérique du Nord par rapport aux déplacements, par rapport aux joueurs, par rapport à... Ouais, il y a plein de frais, en fait. Mais l'équipe nationale est plutôt bonne et d'ailleurs elle a perdu hier en finale du championnat CONCACAF contre les États-Unis. Mais c'est une équipe qui se défend assez bon et bon, après Rodolphe pourra peut-être parler plus de tout ce qui est jeune, mais je crois que ça marche pas mal aussi. Alors, on va aborder un peu plus tard effectivement la question de la formation. Mhm. Je voulais aussi savoir quels étaient les liens justement entre la Major League Soccer, donc la première division ou la ligue américaine, et la Canadian Premier League. Est-ce qu'il y a une bonne entente? Est-ce qu'il y a une entraide, une partage de bonnes pratiques entre guillemets? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a aussi pour la Canadian Premier League à terme la volonté de rapatrier les 3 franchises de Montréal, Toronto et Vancouver dans la ligue canadienne? C'est compliqué parce qu'elles jouent clairement pas dans la même catégorie. C'est-à-dire que Montréal, Toronto et Vancouver sont vraiment des clubs qui dépensent énormément, qui ont des foules assez importantes de fans. Mais il en a été question au départ parce que on avait peur que la FIFA fasse en sorte que tu sois obligé de rapatrier, enfin que les clubs canadiens soient obligés de jouer dans la division locale. Et en fait, ça a été le cas pour un autre club. Enfin, il y a eu tout un jugement. Il y avait un autre club d'Ottawa qui s'appelait le Fury, qui joue en deuxième division américaine, qui a été un petit peu obligé de revenir en Canadian Premier League. Mais eux, c'est parce qu'ils étaient en deuxième division et que le niveau était un peu équivalent. Pour les clubs de MLS, ça semble pas être le cas. Peut-être à très très long terme, mais ça m'étonnerait parce que je pense pas que la Canadian Premier League rattrapera le niveau et surtout les moyens financiers de la MLS. Parce qu'ils jouent vraiment pas dans la même catégorie, que ce soit en termes de contrats télé, de transferts, etc. Donc ça me semble pas être le cas. Il y avait aussi eu des échanges pour que les clubs MLS puissent avoir leur réserve en Canadian Premier League. Mais encore une fois, la Canadian Premier League était pas très chaude parce que ça voulait dire que, enfin, surtout au début, ils étaient 7 clubs. Ça voulait dire que tu allais avoir un tiers si tu rajoutais les 3 réserves, un tiers de la division qui allait être des clubs de Canadian Premier League. Depuis, la MLS en plus a créé sa ligue réserve qui s'appelle la MLS Next Pro, pardon. Et donc tu as les clubs de Canada, ils n'ont pas tous encore leur réserve, mais qui sont amenés à terme à avoir leur réserve en deuxième division de MLS. Donc voilà. Par contre, il y a quand même un partenariat qui est plutôt bien fait. Ils se rencontrent, comme tu as dit, lors de la Coupe nationale, la Voyageurs Cup, qui est aussi appelée Championnat canadien, alors que c'est pas un championnat mais une coupe. C'est assez mal foutu. Et tu as beaucoup de prêts. Notamment Montréal, je crois, avait prêté pas mal de joueurs en Canadian Premier League et ils le font encore. Donc tu as quand même une plutôt bonne entente. Et est-ce qu'il y a potentiellement à terme, un peu comme on avait vu, il y avait un projet entre la Belgique et les Pays-Bas, potentiellement de mixer le meilleur des deux. Est-ce que c'est la visée à terme ou au contraire, est-ce que voilà, que ce soit les États-Unis ou le Canada, chacun va développer tranquillement sa ligue de son côté? C'est plus chacun le fait de son côté. Ça embête pas la MLS parce que la MLS de toute façon va pas. En fait, les clubs de Canadian Premier League sont pas forcément dans les territoires où tu as un club de MLS. Ou alors s'ils le sont, comme à Toronto, c'est vraiment dans un quartier différent. Donc t'as pas vraiment une rivalité. C'est pas comme si le club de Canadian Premier League allait voler les fans et voler les revenus d'un club de MLS. Donc pour le moment, c'est pas trop gênant. En fait, la Canadian Premier League est là et c'est plutôt bien foutu. Elle est là pour apporter un club de foot local aux territoires qui n'ont pas de club de foot en fait, et qui, s'ils sont passionnés de foot, peuvent pas aller voir les clubs de MLS qui sont loin, parce que c'est un grand pays. Donc en fait, elle permet ce qui est un centre de formation local, qui est un club local, qui est une ferveur un peu populaire dans une région. Et c'est pour ça que c'est plutôt une bonne chose. Et pour la MLS, c'est pas gênant tant qu'il n'y a pas un gros club de Canadian Premier League. Et je pense pas qu'à terme on aura des idées de fusion. Parce que ça sera jamais l'envergure financièrement, elles auront jamais l'envergure des clubs de MLS, alors que la MLS regarde un peu plus ça avec les clubs de Liga MX au sud, en Mexique. Il y a beaucoup de collaborations en ce moment. Il y en a beaucoup moins avec la Canadian Premier League, mais c'est normal, la CanPL, c'est aussi un truc qui est super jeune. Donc financièrement, c'est pas du tout les mêmes besoins. Mais il n'y a pas eu là justement récemment un match entre des All-Stars du champion de la MLS et des All-Stars de la Liga MX? Alors si, mais justement, ouais, t'as toute une stratégie de la MLS en ce moment qui est d'aller vers la Liga MX. Et c'est un peu pareil en Liga MX. Il y a vraiment donc le championnat mexicain. Il y a vraiment les deux ligues veulent travailler conjointement de plus en plus pour plusieurs raisons. Le fait que la MLS monte énormément, progresse, alors que le championnat mexicain tend à stagner financièrement. Donc des deux côtés, en fait, la MLS veut travailler avec les Mexicains pour que les fans mexicains regardent la MLS
le Mexique, eux, veulent travailler avec la MLS pour engranger aussi des revenus sur les territoires états-uniens, parce qu'il y a beaucoup de Mexicains aux États-Unis. Donc, ouais, il y a beaucoup de collaboration, il y a des petits championnats entre eux, il y a des super coupes pour les gagnants des championnats respectifs, et tu as le match All-Star qui est fait entre une équipe All-Star de la MLS et une équipe All-Star de la Liga MX. D'accord. Et moi, il y a aussi, il y a plein de questions que je me pose, mais c'est vrai que la constitution des équipes en Amérique du Nord est un peu différente de ce qu'on peut connaître un peu partout ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, en gros, tu as un centre de formation, tu développes tes joueurs, tu en achètes, tu en vends d'autres. Aux États-Unis et au Canada, c'est probablement un peu différent. Il y a tout un système de draft. Alors, en tout cas aux États-Unis, est-ce que c'est la même chose au Canada? Comment se construisent en fait les équipes? C'est un peu différent parce que en fait, la draft est un vieux système qui est là plus pour combler, pour aider certains joueurs, mais c'est plus du tout le système de recrutement premier en MLS et en Amérique du Nord. C'est un truc qui était vraiment en vogue dans les années 2000, jusqu'au 2010 à peu près, ou 2012-13. Mais depuis, tous les clubs MLS ont construit quasiment leur académie. Ils ont des joueurs qui sortent via les académies, comme en Europe. Ou alors qui passent dans des académies privées à l'âge du lycée, puis arrivent en académie publique, en académie MLS par la suite. Rodolphe pourra peut-être parler de la formation des Canadiens, mais pour le moment, c'est vraiment... la draft est vraiment accessoire. C'est plus les jeunes qui, à 18 ans, sont pas sûrs de passer pro et n'ont pas d'opportunité de contrat, vont continuer à jouer à l'université. Donc ils vont faire un master dans une grande école, enfin un bachelor dans une grande école ou un master tout en jouant au foot. Et s'ils sont assez bons, ils seront draftés par une équipe de MLS. Mais c'est plus on va dire pour les gens qui sont dans leur plan B ou alors qui émergent sur le long terme. Mais aujourd'hui la draft est plus du tout majoritaire, en tout cas en MLS. Et en CanPL, il y a aussi une draft avec quelques universités canadiennes. Mais là, pareil, c'est pas pour des premiers choix. Enfin, les équipes ont leur propre académie ou alors elles s'appuient sur des académies locales. En tout cas, effectivement, alors j'ai effectivement un petit train de retard, mais je pensais que la place de la draft était encore importante dans la constitution des équipes. Manifestement, effectivement, on le voit par exemple avec Dallas, par exemple, pour ne citer que, mais qui ont une excellente académie. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une croissance qui est un peu plus, en tout cas, une construction de l'équipe qui fait un peu plus penser au modèle commun, enfin qu'on connaît un peu tous. Mais pour prendre Oui, l'exemple de vas-y, Dallas, pardon. c'est justement là où ils sont très malins. C'est dans leur académie, il y a des joueurs chez eux qui sont pas prêts à 18 ans. Mais eux, ils les envoient en fait à l'université pour ensuite les reprendre. Donc il y a toujours un appui en fait sur le foot universitaire aux États-Unis, mais qui est beaucoup plus occasionnel et plus rare que il y a disons 10 ans. Il y a 10 ans à la draft, il y avait peut-être 40 joueurs qui étaient pris et qui allaient jouer en MLS tout de suite. Là aujourd'hui, tu as peut-être les 10, peut-être 15 premiers de la draft qui vont être pris dans les équipes MLS et qui vont jouer tout de suite. Les autres vont faire un tour en réserve ou vont être pris par les équipes de deuxième division finalement. Ok. Et est-ce que, avant de parler un peu de formation, mais est-ce qu'il y a des équipes aujourd'hui européennes? Alors, tu parlais de l'Atlético Ottawa, c'est un bon exemple. Est-ce qu'aujourd'hui les clubs européens qui sont toujours avides de partenariats un peu partout dans le monde et ça lorne de plus en plus du côté de l'Amérique du Nord, est-ce qu'aujourd'hui il y a des clubs qui ont des partenariats? Donc, tu vas peut-être nous expliquer celui de l'Atlético avec Ottawa, mais est-ce qu'il y en a d'autres dans ce goût-là? Alors, par exemple, un peu au Citigroup qui a son antenne à New York. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui se passent au Canada du même acabit? Alors au Canada même, tu en as un petit peu via notamment Montréal qui a le même propriétaire, Joey Saputo, que Bologne notamment. Ok. Donc Ouais. tu as eu pas mal de prêts ou de transferts entre les deux équipes. Ça reste pas, c'est pas du même acabit que le City Football Group ou Red Bull, mais ça reste quand même un pont d'échange. Il y a eu quand même pas mal de prêts réalisés de joueurs de Bologna à Montréal. Et D'ailleurs, après, il partageait, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais ça, à l'époque où Walter Sabatini était au club, il avait justement en charge à la fois l'équipe de Bologne et à la fois aussi de superviser, il était directeur sportif des deux entités. Hein. exactement, ouais. Donc il y a vraiment une stratégie un peu là-dessus, mais qui encore est, comme je disais, plus quand même petite que celle du Red Bull, mais peut-être qu'il va se développer d'ailleurs dans les années qui vont venir. Du côté de Toronto, il y a pas trop ça. Pareil pour Vancouver.
Maintenant, par contre, tu as l'Atlético d'Ottawa, qui eux est carrément enfin c'est l'Atlético Madrid qui arrivait et qui a dit je veux avoir un club au Canada. Donc c'est un peu comme ce qu'a fait les Red Bull ou City Football Group finalement, euh, qui est de avoir une antenne au Canada, ce qui permet de un peu déjà avoir une antenne au Canada, ça te permet de regarder un peu les jeunes talents canadiens qui arrivent. Ça te permet aussi de faire connaître le nom, la marque Atlético Madrid, qui est quand même pas aussi connue que celle du Real. Après, je trouve ça un peu étrange. J'ai envie de dire que c'est bien pour la ligue. En même temps, quand t'es un fan local, que ton équipe soit littéralement la propriété d'un club de Madrid, ça perd un peu le côté voilà foot, voilà foot de chez toi, un peu terroir. Tu vois, ils ont les mêmes couleurs, ils ont le même nom. Mais ça reste quelque chose qui est très bien parce que ça a permis d'investir en Canadian Premier League. Tu as eu un club, enfin le premier coach qui s'appelle Mista, c'était un ancien Ah international oui, espagnol qui jouait à l'Atlético Madrid. à Valence, et à Valence aussi, ouais. C'est Je me ça. souviens bien de lui. Et donc voilà, tu avais quand même enfin c'est les mêmes couleurs, donc tu as l'impression un peu d'être à Madrid. Et il y a quelques prêts. Ils ont un défenseur notamment qui est prêté de la réserve d'Atlético Madrid. Il y a 2-3 Espagnols, mais pour l'instant, à part en fait dans la structure du club en tant que tel, notamment ce qui est le staff, tu as ça reste assez minime pour le moment. Donc voilà, mais je pense quelque chose qui, enfin pour le moment, Atletico laisse un peu ça de côté en attendant de voir ce que devient la Canadian Premier League. Je sais pas s'ils garderont la franchise toute leur vie ou si peut-être un jour ils la revendront. Euh, mais ça reste une implantation qui est bénéfique pour eux, pour se faire connaître. Et c'est comme ce qu'a fait, oui, le City Football Group et Red Bull. Et peut-être que eux attendent aussi. Parce que par exemple, Red Bull, quand ils sont arrivés, en MLS, la MLS n'était pas si grande à leur arrivée. Ils Oui. sont arrivés en 2005, dans mes souvenirs. Et c'est quelque chose qui, peut-être qu'ils ont payé ça 10 millions, leur sport d'arrivée. Maintenant, une franchise vaut 300 millions. Donc peut-être que l'Atlético de Madrid se dit aussi qu'ils sont en train d'investir dans un truc qui va énormément grossir dans les prochaines années. Avec un ticket d'entrée inférieur à ce que la MLS pourrait coûter. Ouais, c'est ça. J'ai plus exactement le prix parce que c'est aussi des choses qui sont un peu faux, enfin qui sont un peu pardon cachées. Mais je crois avoir vu récemment que les premiers prix d'entrée étaient à 2 millions. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais, beaucoup plus abordable. Mhm. Euh, Comme je disais un peu en introduction, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément que le championnat canadien existe. En plus, il est tout récent. Il y a trois équipes, il y a trois franchises, hein, puisque c'est plutôt un système de franchise en Amérique du Nord. Il y a trois franchises canadiennes en MLS. Comment est-ce que ce championnat compte se faire connaître, se développer sans finalement peut-être trois des plus grosses villes, enfin c'est même sûr d'ailleurs, sans les trois plus grosses villes et les trois plus grosses franchises dans le pays. Quel est le business plan ou le marketing plan pour faire se développer ce championnat canadien? Mhm. C'est vraiment l'implantation dans les marchés locaux. C'est-à-dire, on va pas en mettre une en plein milieu de Toronto et l'appeler Toronto FC, tu vois. C'est essayer d'avoir un siège dans un quartier ou une petite ville, ce qui va faire en sorte de devenir le club ici, parce que quand tu es à Edmonton, par exemple, il y a un club qui s'appelle le FC Edmonton, tu n'as tu n'as aucune raison de supporter Montréal, Toronto, Vancouver, parce que c'est hyper grand le Canada, hein, donc t'es loin des clubs. Donc voilà, le but c'est d'aller chercher justement ces populations locales. C'est un truc qui a marché pas mal en deuxième division aux États-Unis. On a des clubs de deuxième division qui ont plus de 10 000 fans dans les tribunes chaque week-end, ce qui est assez énorme hein, pour une division à Détroit ou à Sacramento. Euh, et c'est fait tout simplement parce que oui, quand t'es à des kilomètres d'une franchise de MLS, tu vas pas suivre la franchise locale. Tu peux, hein, enfin, acheter le maillot et regarder les matchs à la télé, mais t'as pas ton petit club. Et donc la Canadian Premier League a fait ça en se mettant dans des endroits assez stratégiques. Pardon, ils sont notamment à Ottawa. Il y en a qui sont aussi des villes un peu plus petites. T'en as une notamment, un club que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Pacific FC, qui est sur l'île de Colombie-Britannique, l'île Victoria, qui est en face de Vancouver et qui est une île absolument magnifique. Si les gens ont déjà visité là-bas, une île magnifique, mais qui est justement insulaire. C'est pas Vancouver, c'est en face. Et donc tu crées un petit club là-bas et tu y mets un club local. Ça fait que les gens dans l'île, ils sont contents d'avoir leur propre club local et ils vont pas se déplacer de l'autre côté de l'île, enfin pardon, de l'autre côté justement
de la mer pour aller voir Vancouver, ils vont rester dans leur île voir leur club local. Ça crée un sentiment d'appartenance qui est assez important et c'est comme ça que la Canadian Premier League se forge pour le moment. Tu en as aussi qui sont dans des territoires où il y a un club de MLS. On a par exemple le York 9 FC, qui a été depuis rebaptisé York United, qui est dans on va dire à côté de Toronto, mais qui est pas à Toronto, et qui permet C'est en là fait. qu'il y avait mon campus, je connais bien. Ah bah voilà. Et tu vois, du coup, tu as une sorte d'identité locale. C'est comme quand t'es Ouais, je suis parisien, mais le Red Star a vraiment réussi à tout à avoir fait. une identité locale en se mettant à Saint-Ouen, ce qui fait qu'il n'est pas vraiment Paris Saint-Germain et il arrive à vivre dans l'ombre du Paris Saint-Germain. Ça n'a jamais été un problème. Là, c'est un peu la même idée derrière. Ok. Exact. Ouais, bah, je suis de retour, mais c'est exactement ça. Et il y a aussi Hamilton en Ontario, Ouais. qui est à 50-60 km de Toronto, et c'est ça, ils cherchent vraiment les marchés locaux, quoi. C'est pour ceux qui veulent pas supporter les grandes équipes comme Toronto, Montréal ou Vancouver. Et puis de toute façon, même au niveau des résultats, c'est pas top les équipes canadiennes en MLS. Donc il y a aussi peut-être aussi ça. Il y a aussi peut-être cette vague où tu peux marcher, où tu peux, on va dire, tu as la suivre parce que les clubs de MLS, c'est pas les clubs canadiens en MLS, à part le trophée il y a quelques années de Toronto, c'était pas trop ça, quoi. Donc s'ils peuvent aussi surfer sur cette vague-là en se disant, bah regardez, en MLS ça marche pas trop, alors que la Canadian Premier League, bah c'est que canadien et puis il y a du beau jeu, on arrive à faire de beaux résultats même en CONCACAF, bah ça peut aussi amener un nouveau marché, quoi. Mais c'est marrant parce que quand je vous entends tous les deux, j'ai l'impression que la création de cette ligue, elle répond d'abord à l'envie entre guillemets, de donner du football aux Canadiens. Ça répond. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas la façon dont vous me racontez ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Alors, il y en a sûrement une, mais il n'y a pas de visée business en premier. Là où la MLS, ça, en tout cas de ce que je me souviens. De mes souvenirs plus anciens, ça a toujours été un truc un peu business, ou en tout cas attirer des stars. Enfin, le but, c'était évidemment de développer le soccer, mais il y a toujours eu d'autres visées derrière, là où j'ai l'impression, quand je vous entends, que la première visée, c'est surtout le sport, quoi. Bah, c'est un peu ça en vrai, parce que avant de faire de la thune, il faut que les gens apprécient le sport finalement. Mm. Et faut penser à la création de la MLS, c'était aussi un peu ça. Ça a été quand les États-Unis ont reçu la Coupe du Monde en 94. C'était avant 94 du coup, hein, je pense que c'était dans les 90, quand la FIFA a dit ok, vous faites la Coupe du Monde en 94 aux États-Unis. Il y avait un deal entre la FIFA et les États-Unis qu'ils allaient lancer leur propre championnat. Donc, du point de vue FIFA, c'était pas forcément pour que les États-Unis se fassent de l'argent, c'est pour que les États-Unis lancent une division qui allait faire en sorte que les gens apprennent à aimer le soccer, si tu vois ce que je veux dire. C'était un côté pas forcément business, mais c'était développer le sport aux États-Unis. À la Canadian Premier League, je pense qu'il y a un peu ça aussi. Il y a le côté, on va être les premiers à donner ce sport dans des territoires qui n'étaient pas forcément touchés. Et ça permet de faire en sorte que les gens, surtout les jeunes, s'intéressent au sport. Il y a quand même des affluences qui sont pas trop mal en Canadian Premier League. Alors, faut voir ça comme une division un peu inférieure en Europe, hein, mais t'as certains clubs qui dépassent les 5000 par match en tribune, ce qui est quand même assez bon pour une jeune ligue. Et ça permet de faire connaître le sport, d'avoir des équipes locales, parce que le problème, c'est aux États-Unis comme au Canada, t'as énormément de gens qui supportent Liverpool ou Arsenal, mais finalement, c'est pas forcément très bien pour le développement du sport en tant que tel, parce qu'il y a peu d'argent qui est du coup rapporté par des clubs locaux ou des académies, etc. Donc ouais, c'est le côté, on va lancer une ligue. Je pense qu'il y a la MLS pendant des années n'a pas gagné d'argent, hein. C'était terrible. Ils ont perdu 2 franchises au bout de 5 ans parce qu'il n'y avait plus d'argent. Donc je crois qu'il y a aussi ce côté-là. On lance ce truc. Là, on est un peu en période de crash test parce que la ligue gagne pas forcément énormément d'argent, même si elle a déjà des retransmissions à la télévision, etc. Mais tu as le côté où ouais, on va pas forcément faire de l'argent tout de suite, mais par contre, dans le futur, ça peut vraiment se développer et rapporter. Justement, Rodolphe a commencé à en parler, mais c'est quoi le niveau de ce championnat? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que ça joue bien? Est-ce qu'il y a déjà un style de jeu entre guillemets à la canadienne qui se développe? Quels sont les clubs aujourd'hui qui dans cette Canadian Premier League travaillent bien? Quelles sont leurs méthodes? Voilà, est-ce qu'on peut parler entre guillemets un peu de foot? C'est pas le championnat que je suis plus, pour être honnête. Je suis plus sur la MLS. Après, on voit par rapport aux transferts qui arrivent et qui repartent.
Que c'était un championnat qui quand même se défend. Il y a des joueurs qui sont partis en Europe. Alors c'est des championnats forcément européens un peu. Ça, ils partent pas en première ligue. Hein, ils partent en troisième division anglaise. Ils partent en deuxième division, première division belge. Donc les meilleurs joueurs sont un peu de ce niveau-là. T'en as quand même 2 ou 3 qui ont fait leur trou et qui ont réussi à atterrir en MLS, notamment du côté de Montréal ou Toronto. Tu as pas mal de recrues qui sont imposés comme titulaires dans leur club en MLS et qui viennent de la Canadian Premier League. Et tu en as même un ou deux qui avaient été sélectionnés vite fait en sélection nationale lorsqu'il y avait des absents. Donc, tu vois, il y a quand même un petit niveau qui se crée. Je mettrais, enfin, ils ont posé d'ailleurs pas mal de problèmes à des clubs MLS parfois en Coupe nationale, même si pour le moment les clubs MLS continuent à la gagner, mais il y a eu des moments, je crois que c'est Vancouver qui s'est fait, non, Toronto qui s'est fait virer enfin qui s'est fait battre, je crois que c'est Vancouver, bref, par un club de Canadian Premier League en Coupe nationale. Ouais. Donc tu as de l'adversité. Hein. Et après, tu parles du niveau, il y a par exemple un joueur de York, un défenseur qui vient de signer à Pau en Ligue 2, c'est ça? Ouais, Je c'est crois vrai. que Pau va en Ligue 2. Mhm. Donc, je crois qu'hier, il y a un joueur de Valor Football Club qui a signé en Écosse. Je pense que c'est aussi un club de deuxième division. Donc, ça te montre un peu le niveau. Je sais que par exemple, il y a le fils de De Rosario, un des célèbres joueurs du Canada, qui est revenu parce qu'il jouait en Ukraine et avec la crise qu'on connaît là-bas et la guerre, il est revenu, il joue à York et il marque pas mal de buts, quoi. Et justement, ouais, est-ce que c'est un championnat qui est offensif? Est-ce que voilà, ça fait penser, je sais pas, à la Bundesliga ou plutôt un championnat très physique? Ça ressemble à quoi le football canadien? J'ai un peu de mal à dire. Enfin, j'avoue, je regarde moins de championnats européens, mais je trouve que ça ressemble pas mal à la MLS finalement. C'est assez offensif et il y a des Ouais. vrais talents devant plus que derrière en fait, même si voilà, enfin, ça reste un championnat assez équilibré entre les équipes aussi. Ouais, pareil, je dirais pareil. Je regarde quelques matchs et c'est vrai que ils sont plus au niveau offensif que défensif. Ça attaque pas mal et défensivement, il y a quand même quelques trous des fois, comme en MLS. Oui, ce qui rend potentiellement aussi le championnat agréable à regarder et ce qui va l'aider sans doute aussi à se développer. C'est vrai que si on a un championnat où il y a du 0-0, où ça bétonne derrière, probablement un tout petit peu moins intéressant aussi. En termes d'infrastructure pour les clubs, quel est le niveau? Alors même si on imagine bien qu'en Amérique du Nord, tout est toujours bien étudié et toujours bien en place, mais Mhm. est-ce que en termes de voilà les centres d'entraînement, les stades, etc. Est-ce que c'est des choses comparables à ce qu'on peut connaître ici ou au contraire c'est des choses c'est vraiment en développement et c'est encore pas le top? Moi, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait parce que c'est des stades qui sont pour la plupart assez petits, mais ça permet à ce que tu n'aies pas, comme au début de la MLS, des clubs qui sont dans des stades de 50 000 ou 60 000 places et qui ont 5 000 fans, tu vois, et où ça Ouais. fait très vide. Pour le moment, c'est des stades assez petits, mais qui ont leur charme. Enfin, je parlais du Pacific FC qui joue dans la petite île Victoria là, devant Vancouver. Ils sont dans un petit stade assez mignon au milieu de la forêt qui a 6 000 places. Et je trouve ça plutôt bien fait. Pareil, le Cavalry FC, qui est un club de, pardon, qui est là depuis le début, hein, qui a tout un univers un peu, enfin justement, il s'appelle la Cavalry, tu vois, c'est un univers un peu équestre, et qui est eux au milieu d'un centre équestre, un peu le stade. C'est assez cool et bien foutu. Et la plupart des stades, ouais, sont entre 4000 et 10 000 places. Dans les gros stades, tu as le Tim Hortons Field à Hamilton, justement, dont on parlait Rodolphe, là, qui est pas loin de Toronto, mais pareil, le nombre de places est un peu bâché pour les matchs de Canadian Premier League à 10 000. Donc voilà, ça reste des stades qui sont assez grands, mais qui sont rarement, pareil, Ottawa aussi. Il me semble que le stade est très grand, genre 20-30 000 places, mais en fait, pour les matchs de KLPL, ils limitent ça à 4 000, 5 000 places. Sauf pour les grands matchs d'événements, genre la finale de saison ou le début de saison. Donc voilà, ça reste je trouve que c'est une équipe justement qui se laisse, c'est une ligue pardon qui se laisse le temps de grandir. Elle a que 3 ans d'existence et c'est plutôt cool de faire ça plutôt que les lancer direct en grande pompe dans des énormes stades. Ça permet aussi, t'as un mec de la communauté, tu te sens un peu plus chez toi dans un stade qui est plus petit, t'es entre fans, t'as des petits groupes d'ultra qui sont en train de se lancer. Je trouve que c'est mieux pour l'image de la ligue finalement.
Oui, et puis on voit aussi des grands clubs comme la Juventus aussi, hein, quand la Juventus quitte le Dele Alpi pour son nouveau stade dont le nom m'échappe là à l'instant, mais Mhm. c'est un stade qui n'est pas très grand. Je crois qu'il y a 40 ou 45 000 places, mais finalement l'objectif c'est qu'il soit plein. Ouais, Qui soit rentable. Et donc, forcément, alors, commencer par des enceintes qui vont entre 5 et 10 000 places, ça me semble être le bon délire. Et si la Ligue prend, et ben, dans une dizaine d'années, il sera toujours temps d'agrandir ou de construire autrement. Donc, effectivement, ça me paraît tout à fait cohérent. Euh, quand j'ai voulu faire le podcast sur le foot canadien, j'essaie de me rappeler de quels joueurs je pouvais dans ma bibliothèque personnelle. Alors, je me suis rappelé évidemment de Thomas Radzinski, mais là, c'est vraiment les vieux qui vont se souvenir de lui et de son duo avec Jan Koller à Anderlecht, qui d'ailleurs né en Pologne, hein, Radzinski. Il y avait Owen Hargreaves aussi, qui lui est né à Calgary, mais qui a joué pour la sélection anglaise. Des joueurs un peu moins connus comme Paul Stalteri, qui jouait, il me semble, en Allemagne au Werder Bremen, Atiba Hutchinson. Et c'est à peu près tout ce dont je me suis souvenu. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, j'ai vécu à Toronto, Rodolphe y est aussi et donc le sait. Il y a eu un avant et un après Vince Carter à Toronto. Vince Carter a mis, comme on dit en anglais, il a mis Toronto sur la map. Mhm. Et Drake le dit, enfin quand vous écoutez Drake, qui est originaire de Toronto, il explique quel est l'impact de Vince Carter à la fois sur le basket, mais aussi sur la ville de Toronto. Et j'ai l'impression qu'avec lui, enfin c'est même pas une impression, il y a un super documentaire sur Netflix sur le sujet, mais bref, il y a eu un avant et un après Vince Carter. Est-ce que il y a un élément un peu similaire, déclencheur pour le football dans le pays? Pourquoi en fait il y a 15 ans, 20 ans, il y avait 3-4 joueurs comme ça, et pourquoi aujourd'hui il y a une belle génération? Qu'est-ce qu'il y a eu qui a créé ça? Pour moi, tu as forcément l'impact de l'immigration qui est là et qui commence à avoir des enfants qui sont bercés dans le soccer. Mais je pense que justement ce point d'impact est pas encore arrivé. Oui, là tu as des joueurs qui commencent à arriver un peu partout, mais finalement tu regardes la sélection, des joueurs dans des grands clubs entre guillemets, t'en as une dizaine, ce qui est énorme par rapport à il y a 10 ans. Ouais. Mais il y aura vraiment là, avec par exemple la Coupe du Monde 2022 où le Canada est qualifié, mais également la Coupe du Monde 2026 qui se jouera en partie au Canada, je pense que là sera vraiment le point d'inflexion où les jeunes vont se mettre à jouer énormément au foot les installations vont se développer et tu auras une vraie prise de conscience, peut-être des nouvelles équipes en Canadian Premier League. Enfin, je pense que on est sur le point, justement, le bord de cette montagne qui va finalement arriver en 2022, fin 2022 pour la Coupe du Monde. Surtout que c'est une équipe que je pense tout le monde va adorer à la Coupe du Monde. Clairement, ça va être un peu l'équipe chouchou de tous les fans qui cherchent une deuxième équipe après la leur, tu vois. Enfin, tout le monde a envie de voir cette équipe gagner, ils sont cool, ils sont sympas. T'as les mecs comme Alphonso Davies qui est la grosse star hein, actuellement au Canada et qui a juste une bonne humeur et une histoire très belle parce qu'il vient d'un camp d'enfants immigrés qui a été ensuite au Canada. Donc tu as une belle vibe dans cette équipe qui fait que je pense le point d'inflexion est à venir dans quelques mois. Alors, on va reparler d'Alphonso Davies un tout petit peu plus tard. Je te remercie pour ta réponse, Antoine. Rodolphe, je vais préciser ma question parce que toi, tu vis à Toronto. Euh, c'est la plus grosse ville du pays. Hein. La capitale, c'est Ottawa, mais c'est vraiment la capitale administrative, le poumon, le cœur, le poumon et le rein du Canada. C'est vraiment Toronto. C'est là que tout se passe. C'est une ville extrêmement multiculturelle. On peut comparer ça clairement à New York. Hein, dans l'esprit, on est vraiment sur des choses similaires. C'est la plus grosse ville du pays. Quel est le rapport entre Toronto et le football canadien? J'ai l'impression quand tu regardes en fait d'où je m'amusais à faire ça, quand tu regardes d'où viennent une bonne partie des joueurs de la sélection, il y en a beaucoup qui viennent de Toronto, en particulier de Brampton. Euh, Comment est-ce que tu peux nous raconter, Rodolphe, toi qui es, ce rapport entre Toronto et le football canadien? C'est juste que c'est l'immigration. Je crois que c'est la première ou deuxième ville au monde au niveau des langues parlées dans la ville. Je crois qu'on est à plus de 130 dialectes. Donc ça te montre l'immigration. Moi, je joue contre des équipes. Il y a des Grecs, il y a des Italiens, il y a des Pakistanais. C'est presque toutes les équipes comme ça. Donc tu vois vraiment que l'immigration fait partie intégrante. Et même l'équipe nationale, je crois que la plupart sont nés à l'étranger.
Je l'avais publié un jour sur Twitter. Il y a même un joueur qui est né en France. Alphonso Davies est né dans un camp en Afrique. Jonathan David est né en Haïti. Donc c'est vraiment, s'il y a un mot qui reflète l'équipe nationale et le développement du soccer ici, c'est vraiment l'immigration, quoi. Brampton, c'est à l'extérieur de Toronto, c'est là où la plupart maintenant des joueurs de l'équipe nationale et autres viennent, même de Toronto Football Club, ils viennent de Brampton et autres. À l'époque, c'était plus la côte ouest, ils venaient plus de Vancouver et autres, et puis maintenant la place c'est vraiment Toronto et les alentours, Brampton, Ajax, Oakville, toute cette petite ville qui forment les joueurs, quoi. Parce que je crois que même, alors on a parlé un tout petit peu des sports américains tout à l'heure, mais c'est vrai que la sélection de basket canadienne a vraiment progressé. Il y a de plus en plus de Canadiens en NBA aussi, et je crois qu'il y en a beaucoup qui viennent de Brampton aussi. Ouais, non, exactement. C'est parce que là-bas, il y a beaucoup de terrain. Il y a beaucoup de terrains. J'avais posé la question ici. Je me suis dit pourquoi il y a autant de joueurs là-bas. Et on m'avait dit que c'est parce que Brampton développe énormément le sport. Tu trouves facilement des terrains de soccer, par exemple, à Brampton, ce qui est plus compliqué à Toronto même ou dans d'autres villes. Et ça aide énormément le développement des joueurs là-bas. Donc on va dire que c'est peut-être pas juste ça, mais en tout cas le maire et la ville fait tout pour développer le soccer avec beaucoup de terrains, que ce soit des terrains en synthétique, même des terrains avec de l'herbe. Donc ça aide aussi au développement des joueurs, quoi. Ok. Alors, la transition se fait naturellement avec la sélection nationale. Pour reposer quelques bases vraiment très rapidement, il y a pour le Canada une seule participation en Coupe du Monde et ça date de 86. Là, effectivement, ils sont qualifiés pour le prochain mondial au Qatar 2022. Ils seront co-hôtes avec les États-Unis et le Mexique pour 2026. Sur leur zone CONCACAF, ils ont été 2 fois champions. Ils ont également obtenu une médaille d'or au JO de 1904. Donc, bon, c'est un pays qui collectionne pas les trophées, mais mine de rien, il y a quand même quelques petites choses. Est-ce que vous pouvez retracer en quelques mots et assez rapidement l'histoire récente de la sélection jusqu'à cette équipe qui a l'air très prometteuse là sur le début des années 2020? Ouais, je sais pas si tu veux. Bah, en fait, comme tu disais, en 2000, tu as eu un succès quand même qui est la Gold Cup, qui est la seule, je crois, qu'ils aient gagné. Euh, si je dis pas de bêtises. Après, justement, cette qualification mondiale 86 qui était aussi plutôt inespérée. Jusque, on va dire, au début des années 2000, ça allait, mais le problème, c'est que tu restes dans un continent qui était quand même très dominé par États-Unis, Mexique, même pas mal d'équipes d'Amérique d'Amérique latine, enfin ou d'Amérique centrale, si le Costa Rica, Honduras, etc. Et tu as surtout une sorte de, comment dire, tu as une grande défaite qui a été pour les qualifications à la Coupe du Monde 2014. Tu as le Canada qui est éliminé très durement. Ils finissent dernier et ils perdent 8-1 au Honduras pendant le dernier match. Et ça a été un peu la défaite qui a fait repenser en fait un peu tout le programme parce que c'était une défaite, enfin c'était cuisant quoi. 8-1 au Honduras, c'est hyper dur. Et donc tu commences à avoir une reconstruction qui est faite petit à petit avec le Canada. Et c'est là où tu as déjà une participation à la Gold Cup en 2015. Puis tu as en 2017 enfin tu as genre petit à petit des participations un peu plus intenses et tu commences à avoir des meilleures prestations. En 2019, tu as une Gold Cup qui est un peu décevante parce que tu es éliminé je crois contre la Martinique, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, tu as franchement des séries de résultats plus convaincants qui arrivent. Tu as notamment une victoire historique de 2-0 contre les États-Unis à Toronto en 2019. Puis, dans les années 2020, tu as, grâce à la qualification, surtout à la Coupe du Monde, qui fut un succès retentissant, parce qu'il faut savoir que le Canada, étant une nation qui n'était pas dans les plus grandes en CONCACAF à ce moment-là, a dû faire un parcours plus long que les autres équipes qualifiées, passant par plein de matchs contre des petites équipes de CONCACAF qui parfois jouent à 20 derrière, donc ça devient compliqué. Et ils ont toutes battu, puis après ils sont arrivés dans la phase finale de qualification, qui est une sorte de championnat entre les meilleures équipes d'Amérique du Nord, où là, le Canada a réussi à vraiment impressionner, notamment une victoire contre le Mexique et un match nul au Mexique, parce qu'ils avaient des prestations vraiment
très très importante et quasi impossible pour une équipe de l'ONCACAF qui n'est pas aguerrie. Donc tu as vraiment tu as une montée en puissance pendant ces qualifications. Tout ça vraiment chapeauté d'une main de maître par John Hellman, qui est le coach de l'équipe nationale et qui l'est depuis 2018. Avant, il s'occupait des femmes, où il avait fait aussi un excellent taf. Donc voilà, c'est vraiment une montée en puissance depuis l'échec de la qualification en 2014. Rodolphe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, bah Antoine, il a tout dit, hein. Après, la seule chose que je rajouterais, c'est que j'ai vraiment trouvé intéressante la victoire, par exemple, contre les États-Unis ici à Hamilton, où à l'époque, les joueurs canadiens avaient vraiment peur de regarder les États-Unis, on va dire, dans les yeux. Et ce match-là, c'était assez incroyable de les voir vraiment se battre sur chaque ballon et de dire, regardez, nous aussi, on a quelque chose à prouver, on a le même talent que vous et on va vous regarder droit dans les yeux. Et après le match que j'ai eu la chance de voir, le match de la qualification pour la Coupe du Monde contre la Jamaïque, c'était fou, quoi. Vraiment une ambiance de fou ici au BMO Field à Toronto et je pense que ça a vraiment impulsé un nouvel élan pour le Canada, quoi, et qu'ils arrivent à se qualifier pour celle-ci et la prochaine. Ça va vraiment, je pense, développer le soccer au niveau local, et on le voit petit à petit dans la rue. Il n'y a pas que des maillots des Raptors et des Maple Leafs. Je commence à voir des maillots aussi de l'équipe nationale du Canada avec derrière floqué Jonathan David ou Davis. Donc c'est vraiment bien, quoi. Alors, des joueurs que je peux connaître sur cette sélection sont plutôt des joueurs offensifs. Et du coup, j'ai l'impression, sans regarder, que la sélection porte plutôt sur l'attaque. Est-ce que voilà, est-ce que c'est quand même une équipe qui est bien équilibrée? Comment joue la sélection canadienne? Quels sont les joueurs qui portent, au-delà de Jonathan David qu'on connaît à Lille et d'Alphonso Davies au Bayern, qui sont les joueurs qui portent cette sélection? Tu n'as pas tort. C'est une sélection qui a vraiment beaucoup plus de talent devant que derrière. Mais qui s'est renforcée un peu défensivement récemment. En fait, en défense, tu as quand même plus de joueurs qui sont qui viennent de MLS. Donc si tu veux, je fais un peu rapidement en défense. Tu pourras trouver des mecs comme des joueurs de Montréal, Kyle Miller, Alistair Johnston. Tu as Samadou Alekoubé qui joue en Turquie. Tu as Richie Laryea qui est un très bon latéral et qui était à Toronto, qui est parti à Nottingham où il joue pas des masses en ce moment, mais apparemment il y a un retour là qui est acté. Donc tu as des joueurs qui sont vraiment plus locaux et qui sont moins des grandes stars que devant. Et devant, tu t'appuies forcément sur Alphonso Davies, sur Jonathan David du LOSC, sur Kyle Larin qui joue maintenant à Bruges, qui était pour moi un des meilleurs joueurs de cette équipe canadienne pendant toute la phase de qualification. Tu as aussi Tajon Buchanan qui joue aussi à Bruges, parce que Kalarin vient d'y arriver, mais Tajon Buchanan a fait la saison à Bruges et il était très bon. Et tu as aussi un joueur dont on parle un peu moins en Europe, mais qui est un peu une des stars de cette sélection canadienne, en tout cas qui est un des joueurs les plus sympas à regarder. C'est un meneur de jeu qui s'appelle Stefano Eustáquio, qui est maintenant à Porto. Qui a la double nationalité portugaise, hein. C'est ça, ouais. Et qui, pour le coup, a vraiment impressionné dans les derniers matchs de qualification. Il s'est imposé vraiment dans le cœur du jeu de cette équipe de Canada. Et puis après, ouais, tu as forcément Hutchinson de Beşiktaş, qui est un vétéran quasi sans sélection, lui. Donc voilà, mais ouais, c'est ça, 39 ans. Il fait moins des matchs titulaires, il en fait encore, hein, mais pas forcément tous en ce moment. Parce que tu as une génération aussi qui arrive. Hein, derrière, tu as au milieu de terrain des mecs comme Marc-Anthony Kaye aussi, qui est à Toronto. Enfin, c'est une équipe qui est assez complète, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus pourvue en armes, devant que derrière. Voilà. Je sais pas s'il y a des noms que j'ai oubliés. Rodolphe, désolé, j'ai un pris de court. Non, t'as tout dit. J'aime bien aussi le jeune joueur qui joue au FC Bâle, je sais plus son prénom, il est encore en développement, mais un jeune attaquant aussi qui est au FC Bâle, et je le trouve petit à petit intéressant. Chipperfield? C'est Liam Miller. Miller, oui. Qui est plutôt bon aussi. T'as lui et un autre Liam Fraser qui ont fait quelques matchs aussi, qui était exact. Et pour parler Buchanan, il vient aussi de Brampton, par exemple, tu vois. Donc encore un bel exemple. Et j'ai vu aussi dans le roster, enfin dans la sélection, j'ai vu Ike Ugbo. Alors j'ignorais qu'il avait la double nationalité canadienne puisqu'il est né en Angleterre.
c'est un enfant de l'académie de Chelsea, de Cobham, qui était parti à Genk l'été dernier. Ça n'a pas fonctionné. Il a été prêté à Troyes au mercato d'hiver. C'est quoi son parcours avec le Canada? Est-ce qu'il joue un peu plus avec la sélection est-ce qu'il a une meilleure destinée en sélection qu'en club ou c'est toujours aussi un peu compliqué? Ça a été il a très peu joué avec le Canada. Je crois qu'il a une sélection, si je dis pas de bêtises, parce qu'il a choisi le Canada assez tardivement. Ah, il a un peu plus, pardon. Il a joué 5 fois cette année. Mais non, c'est un mec qui est plus dans la rotation parce qu'il est. En fait, au Canada, t'as énormément d'avant-centres qui sont très bons. On parlait de David, mais t'as aussi Lucas Cavallini, par exemple, qui joue à Vancouver. Enfin, en vrai, en Ligue 1, on s'attendait pas forcément à le voir des masses cette saison. Et finalement, il a quand même marqué 5 buts avec 3 cette saison, donc c'est pas trop mal. Mais c'est un mec qui doit encore trouver J'ai vu que Genk apparemment était pas forcément sûr de le garder, donc il cherche encore un club pour la saison prochaine. C'est un peu tard peut-être pour rejoindre le roster canadien pour la Coupe du Monde, mais après il suffit d'une blessure ou alors je crois que le roster est à 26 personnes, hein, donc il y a peut-être moyen qui finalement y arrive. Mais en sélection, il faudra que il bouge dans un club qu'il fasse jouer l'année prochaine. Alors difficile de parler du Canada, et on a déjà mentionné son nom peut-être une bonne dizaine de fois, mais impossible de parler du Canada sans parler d'Alphonso Davies qui lui aussi peut-être à sa façon est en train de mettre le Canada sur la map, en tout cas du point de vue du football. Est-ce que tu as commencé, Antoine, à en parler un tout petit peu, mais est-ce que tu peux rappeler son histoire d'une part assez rapidement et dire, toi qui suis bien le football nord-américain, si au moment où il part des Vancouver Whitecaps, est-ce que tu vois cette trajectoire pour lui au Bayern? Alors pas du tout pour la deuxième question, mais justement un peu teaser la réponse, mais on va commencer par dire que déjà c'est un gars qui est connu parce qu'il est né dans un camp de réfugiés, il me semble au Ghana, et qui après a été déplacé au Canada, et c'est là où il a commencé à jouer un peu au foot, et c'est un gars qui avait commencé avec Vancouver Whitecaps à une époque où Vancouver était entraîné par un mec qui avait zéro connaissance tactique. Et Vancouver jouait un 4-4-2 à plat tout basique où c'était du kick and rush, vraiment les défenseurs qui balançaient des longues diagonales. Devant, tu avais Kei Kamara qui joue maintenant à Montréal et Alphonso Davies qui sont en gros deux fusées et qui partaient et allaient marquer vraiment avec rien, quoi. Donc c'était une équipe très peu impressionnante. Je me souviens que j'avais un pote un pote journaliste qui était allé les voir à Vancouver parce que j'avais parlé d'Alphonso Davies. Et il m'avait dit que franchement c'est une équipe qui était vraiment moche à avoir joué et vraiment avec un style de jeu archaïque. Et donc ça se voyait qu'Alphonso Davies était devant en termes de talent. Maintenant, quand le Bayern va le chercher, clairement, moi, j'y croyais pas trop. Je trouvais ça un peu bizarre. Ensuite, je me suis dit, bon, il va faire 2 saisons en Bundesliga 2, tu vois, ou être prêté en Ligue 1 ou aux Pays-Bas, avant peut-être d'avoir une chance à l'équipe première. Franchement, je m'y attendais tellement pas qu'au bout de 2 ans, il serait titulaire et vraiment vu comme un des meilleurs latérales du monde. C'est assez impressionnant. Il a énormément appris tactiquement. Il a d'ailleurs été replacé parce qu'il jouait en attaque à Vancouver. Mais c'est ça qui est ouf parce que en fait, pardon, excuse-moi de te couper, mais il vient d'une équipe où, de ce que tu nous en dis, en tout cas, n'a pas de culture tactique. Il joue très offensif, il joue attaquant ou ailier gauche. Et finalement, il arrive dans une équipe qui joue la Champions chaque année. Il est repositionné à un poste qui est pas le sien, dans une équipe où t'as quand même pas des branques en termes de tactique, que ce soit Hansi Flick et maintenant Nagelsmann. Et finalement, la trajectoire de ce garçon, elle est complètement dingue, en fait. Ouais, elle est folle, mais il s'est vraiment aguerri, il a appris à défendre, il s'est musclé. Tu le regardes c'est un peu comme Gareth Bale, hein, quand il était jeune. Tu le regardes, il est vraiment peu musclé, et d'un coup, au Bayern, il commence à se muscler, et en même temps, il reste toujours aussi rapide. C'est impressionnant les courses qu'il fait, parce que c'est un latéral assez offensif. Mais plutôt, quand il faut revenir en défense, mais quand tu regardes ses replis défensifs, c'est une horreur pour l'attaquant adverse parce qu'il il est rejoint très très rapidement. Donc c'est un joueur qui est vraiment hyper complet aujourd'hui. Et même en sélection, il arrive de jouer. Avant, il jouait peut-être plus en attaque, maintenant il est plus au milieu de terrain. Donc voilà, je pense qu'après à Vancouver, c'était aussi le syndrome de t'es notre meilleur joueur, on te met devant, quoi. Ce qui est plus vraiment le cas au Bayern. Mais c'est un gars. Ce qu'on faisait quand on était jeune, quand on jouait au foot dehors, quoi. Exactement, les meilleurs jouaient devant, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est un gars qui est en plus super sympa. Il a moins participé que d'autres. Je parlais de Kyle Laren, par exemple.
il a moins participé à l'effort collectif pour la qualification au mondial parce qu'il a été pas mal blessé. Ouais. Mais il apporte en fait une bonne humeur dans cette équipe qui est dingue parce qu'il faisait par exemple pour les matchs du Canada des live Twitch où il se twitchait avec un pote en train de regarder les matchs et les réactions sont énormes, elles sont trop drôles. Donc il apporte une tête, un visage connu et un sourire à l'équipe qui est assez importante quand tu veux conquérir le cœur de tes citoyens et faire en sorte que les Canadiens regardent l'équipe nationale. Tout à fait. Le deuxième joueur dont je voulais parler, et Rodolphe, tu pourras peut-être nous éclairer sur lui, c'est Jonathan David, hein, qui s'était révélé du côté de Ghent en Belgique avant d'être transféré quand même pour 30 millions d'euros. Je crois que c'est un des derniers coups de Campos avant de partir au LOSC. A priori, on en parle quand même pour un départ cet été. Je crois que c'est sa deuxième saison. Est-ce que tu peux nous parler un peu du joueur qu'il est? Écoute, comme je l'ai dit, tu vois, c'est aussi on parlait d'immigration, un joueur qui est né à l'étranger, à Haïti, après il est parti à Brooklyn, après il est arrivé à Ottawa, c'est vraiment là où il s'est fait connaître dans l'équipe d'Ottawa. C'était pas l'Atlético Ottawa, c'était une autre équipe, je sais plus le nom de l'équipe. Hein? Le Fury? Est-ce que c'était Fury ou peut-être? Faudra qu'on regarde. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il avait fait une interview il y a pas longtemps de ça pour The Guardian en Angleterre. Et il parlait du développement du soccer au Canada. Et c'était vraiment le fait qu'il y a 2 saisons ici, l'été et l'hiver. Et l'hiver, c'était très compliqué parce que quand ils s'entraînaient dans les dômes, le terrain, c'était pas que pour eux. Ils devaient le diviser en 5 ou 6 avec d'autres équipes. Et c'est là vraiment où il a performé pour il s'est aguerri au niveau des contrôles, tu vois, vraiment les contrôles proches de, on va dire, proche de son corps, proche de son pied, c'est grâce, on va dire, au dôme et aux entraînements qu'il a dû faire où ils ont dû diviser le terrain en 5 et 6 terrains avec d'autres équipes. Donc ça montre aussi l'axe de développement que le Canada doit faire. Il doit continuer pour avoir des installations, on va dire, digne d'un pays qui va accueillir quelques matchs de la Coupe du Monde en 2026, quoi. Mais vraiment un super joueur, la mentalité aussi. Je l'ai regardé quand il jouait un peu à Genk, je voyais qu'il avait quelque chose. Et puis là à Lille, c'est vraiment intéressant. C'est bien qu'il lui ait laissé sa chance parce qu'au début, je sais que c'était très compliqué pour lui. Le foot, ça va vite. Et puis on voit où il est. Maintenant, on parle de lui à Liverpool et dans d'autres clubs. Donc c'est vraiment beau ce qu'il est en train de faire, quoi. Il y a une question qui me vient en même temps que tu parles, Rodolphe, qui est plutôt dirigée pour toi. Moi, il y a un truc qui m'avait vraiment frappé très positivement quand j'étais au Canada. Comme tu disais, plus précisément à Toronto. J'avais des copains qui venaient de Roumanie, de Moldavie, d'Albanie, de Bulgarie, vraiment de partout. Ils avaient un attachement hyper profond au Canada, donc que ce soit des immigrés de première, deuxième ou troisième génération, je les vois encore, j'avais fait 2-3 matchs de NBA, je les vois se lever et chanter au Canada, donc l'hymne canadien, la main sur le cœur et la petite larmichette. Est-ce que c'est toujours le cas en fait? J'ai l'impression que justement les immigrés canadiens sont hyper redevables, reconnaissants de ce que le Canada a apporté. J'ai l'impression que quand il y a 2 nationalités, quand il y a des binationaux, ça va quand même souvent pencher vers le Canada. Ouais, le gardien Milan, le gardien qui est d'origine serbe du Canada, je sais pas, il est d'origine serbe, il a même fait des essais à l'époque. Ouais, exactement. Il avait fait des essais même à Boca Juniors et River Plate. C'est assez incroyable son histoire. Et il le disait qu'il était vraiment redevable de ce que le pays avait fait pour lui et sa famille. Et tu le vois même quand il y a la fête nationale ou même dans la rue, la plupart des gens qui portent des t-shirts Canada ou des casquettes Canada ou autres, ça va être des immigrés de première, deuxième, troisième génération, comme tu dis, quoi. C'est vraiment eux. Ils sont vraiment reconnaissants parce que la plupart, il faut le dire, viennent de pays connaissant des conflits, connaissant des conflits géopolitiques, des situations de crise humanitaire ou économique. Et donc, t'as le Canada qui leur ouvre les portes, une sécurité de l'emploi, une sécurité même dans la rue et autres. Donc, ils sont vraiment reconnaissants et c'est pour ça aussi peut-être que l'équipe nationale marche bien parce que, comme je l'ai dit au début, la plupart d'eux viennent de d'autres pays. Et dans ces pays, tu as des pays en crise comme Milan qui vient de l'ex-Yougoslavie et autres, et ils sont vraiment reconnaissants et ils le donnent sur le terrain et ils vont se donner pas à 100% mais à 200%, quoi. Donc tu le sens encore dans l'immigration comme tu l'as dit d'aujourd'hui, quoi.
Ouais, ça confirme vraiment la sensation que j'avais déjà il y a 15 ans maintenant. Les amis, on s'approche de la fin de ce podcast et je sais que vous avez chacun vos obligations. Une dernière question, qui est une question que je pose invariablement sur chaque pays ou club que je traite. Qui sont les prochains joueurs, les prochaines sensations du football canadien? J'ai isolé quelques noms comme ça, mais ne les ayant pas vus jouer, je ne m'aventurerai pas plus loin. Mais j'ai vu par exemple que dans le roster, dans l'équipe nationale, les derniers temps, il y a un joueur de 17 ans qui a été appelé, Luka Koleosho, qui a 17 ans. On a aussi beaucoup entendu parler de Jackil Marshall-Ruti, un latéral qui vient de chez toi, Rodolphe, qui vient de Toronto. J'allais le dire, ouais. Je crois qu'il il avait passé un test à Un essai Liverpool. Exact. Ouais, c'est ça. J'ai vu aussi le jeune Ismaël Koné de Montréal, Théo Corbeanu qui joue au Wolves. Voilà, c'est les noms que moi, en cherchant un peu, j'ai trouvé. Est-ce que c'est exact? Et est-ce que vous pouvez nous parler de ces joueurs si c'est bien le cas? Moi, Marshall Ruti, j'en parle énormément sur Toronto dès qu'il y a un match de l'équipe. Donc c'est vraiment un jeune joueur que je trouve vraiment vraiment bon du côté du Toronto Football Club. Je parlerai aussi du fils de Rosario, Osas des Rosario, qui joue avec York United. Il jouait en Ukraine, mais avec la crise, il a signé pour un an plus une année en option du côté de York United. Il a 21 ans, je le trouve très intéressant. Il a un gros physique. En plus, c'est le fils de Dwayne De Rosario, donc l'une des légendes du foot canadien. Donc vraiment à surveiller ce joueur-là. Tu as parlé de Marshall, c'est vraiment un autre joueur que je trouve intéressant, qui est très jeune. Ismaël Koné, bien sûr, de Toronto. On passera le bonjour d'ailleurs à Kevin qui en parle énormément aussi de ce côté-là. Donc c'est vraiment... T'as un peu tout dit les joueurs. Il y a un autre joueur que je trouve aussi intéressant du côté de Toronto, c'est maintenant j'ai perdu, tu vois. Juste quand on en parle, j'arrête pas d'en parler sur Twitter et je viens de perdre. C'est un 2004, je crois. Je vais le retrouver. Je vais laisser Antoine et je vais te le retrouver. Ouais, je vais laisser un peu les mecs de Toronto de côté. Ismaël Koné dont tu parlais, c'est un gars aussi qui est super intéressant. Je sais pas s'il arrive à temps pour la sélection, mais il a connu un début de saison avec Montréal qui est assez impressionnant, alors qu'on l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Quel poste? Est-ce que tu peux présenter peut-être juste rapidement quelques mots le joueur? Oui, Ismaël Koné, c'est un milieu de terrain qui peut aussi jouer sur les côtés, c'est marrant parce qu'il a commencé un petit peu doucement, puis il s'est blessé, puis il est revenu. Il s'est entraîné avec le club justement de Bologne, dont on parlait des liens avec Montréal un peu plus tôt, et qui a commencé aussi à jouer pas mal pendant la Champions League CONCACAF. C'est un gars assez rapide, plutôt bon aussi de loin. Donc en tir ou en belle passe. Donc un joueur assez intéressant. Et ce qui est marrant aussi, des Rosario dont parlait Rodolphe, c'est aussi un jeune qui me fait trop rire parce qu'à chaque fois il a marqué, je crois, 2 ou 3 buts de kilomètres de loin par rapport au but. Enfin, c'est un gars qui met que des énormes pions de loin. Il n'est pas encore dans les radars de la sélection, mais c'est le genre de mec qui a des compiles d'highlights qui doit être fou. Et dans les autres joueurs, il y a aussi, alors je l'ai jamais trop vu jouer, mais j'ai entendu pas mal de gens en parler, Théo Corbeanu, qui est lui un Canado-roumain qui a été formé à Toronto avant de partir pour Wolverhampton. Il a été prêté 2 fois, en 2021 puis en 2022, en League One à Sheffield, puis à Milton Keynes Downs, qui est aussi en League One, donc le troisième échelon anglais, mais qui a déjà 6 sélections avec le Canada, 2 buts. Il y a pas mal de noms, son nom revient souvent chez les fans canadiens, et c'est un attaquant, hein, il a seulement 20 ans, donc peut-être à suivre pour le futur. Alors Rodolphe, est-ce que tu as Jayden Nelson, il est en plus de Brenton, 19 ans, il joue sur l'aile, tu le reconnais sur le terrain, il a la même coupe que Alex Witzel, le Belge un peu, mais vraiment c'est un joueur que j'aime énormément du côté du Toronto Football Club aussi. Donc Jayden Nelson, 19 ans, Brampton, encore une fois, vraiment un joueur très très remuant, très actif, donc voilà le joueur que je cherchais. Bon écoutez messieurs, voilà, je pense que ça clôt un peu le sujet. Je sais pas s'il y a l'une ou l'autre chose que vous vouliez rajouter peut-être avant de finir. Que le Canada sera une des surprises de la Coupe du Monde, je pense, avec l'Équateur. Donc à surveiller vraiment cette équipe. Le groupe peut être ouvert. Quand on sait que le Maroc, il y a des problèmes avec le coach et autres, donc à voir.
Ouais, je dirais un peu la même chose. C'est une équipe, en tout cas, qui va être, je pense, adorée par tout le monde. Comme je disais, c'est un groupe très compliqué avec le Belgique, la Croatie et le Maroc. Donc, je pense pas que sortir de ce groupe soit un objectif non plus. Mais ce serait une belle surprise et ce serait très sympa avant d'être hôte de cette Coupe du Monde 2026. Bon, bah, en tout cas, moi, vous m'avez mis l'eau à la bouche. J'espère qu'on sera nombreux à suivre cette sélection au prochain mondial. Rapidement, quels sont vos projets là pour potentiellement la rentrée et le reste de l'année? J'ai commencé, si je n'aime pas, très rapidement. Moi, je continue sur Culture Soccer à poster des articles. J'en ai fait un récemment là sur l'arrivée de Wayne Rooney comme entraîneur à DC United et sur Twitter aussi à Culture Soccer pour parler de MLS et de sélection. Ok, toi, Rodolphe? Écoute, des infiltrations de café pour gérer le nouveau-né. Je continue de coacher mes U16. Ici, on s'arrête pas. Donc, dès que la saison d'été est finie, c'est la saison d'hiver qui commence. Et pendant ce temps, je continue à tweeter par-ci par-là sur mon compte perso et sur le compte que j'ai pour le football vénézuélien. Donc voilà. Ok, bon, écoute, ton fils s'appelant Gabriel, j'ai l'impression qu'il y a une fenêtre de tir à Arsenal. Si tu veux le placer, c'est le moment. Bah écoute, je vais Euh, commencer les compiles highlights, tu sais, comme ils font certains parents dès qu'ils ont 5 ans, où ils font des pompes et ils courent sur 100 mètres, je vais faire pareil. Bon, bah écoute, on lui souhaite de passer le cap. À toi, bon courage. À tous les deux, encore merci de m'avoir accordé un peu de temps et merci d'avoir présenté ce football canadien qui semble plutôt intéressant et alléchant. Et puis, bah, à tous, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut! Ciao!